Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième interview dans le cadre de l'événement national Meet and Code. Cette interview annonce le programme 2022 de la Cité des Géométries qui sera consacré entre autres à l'appui du numérique dans le quotidien des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'accueillir et d'interviewer Tom Guénaud, femme manager dans une structure qui s'appelle La Bidouille. Le spécialiste, on va dire, du Fab Lab de l'habitat inclusif. Bonjour Tom. Bonjour. Peux-tu nous présenter en quelques mots ta structure, sa spécificité et puis ton travail au sein de cette structure? Oui, bien sûr. Juste que je sache, on commence donc tout de suite, c'est ça? Ok. Pour introduire la structure, je travaille donc dans le Fab Lab La Bidouille, qui appartient au groupe associatif Famille Solidaire, qui est finalement la structure qui englobe le Fab Lab et aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, Famille Solidaire développe des habitats inclusifs qui sont des habitats pour des personnes en perte d'autonomie. Des personnes en perte d'autonomie, ça regroupe plusieurs profils. Ça peut être à la fois des personnes qui commencent à être dépendantes du fait de l'âge ou d'une maladie comme Alzheimer, qu'on connaît à peu près tous, ou alors des personnes qui sont sujettes à différents handicaps comme l'autisme, des troubles cognitifs liés à des accidents de la vie, ce genre de choses. Et le principe de l'habitat inclusif, c'est de proposer à ces personnes de vivre ensemble dans des colocations ou dans des appartements individuels avec des espaces collectifs. Et en fait, en vivant ensemble, elles vont pouvoir partager certains coûts de la vie, certains coûts de l'aménagement de l'habitat. Elles vont pouvoir aussi mutualiser des heures d'aide humaine et donc réduire le coût de la vie dans des logements. Et le gros avantage, c'est aussi que ces personnes restent locataires ou propriétaires de leur logement. Donc en fait, elles restent chez elles et c'est ces personnes qui, ensemble, vont créer les règles de vie qui seront quand même un petit peu plus libres et inclusives que dans des établissements spécialisés, comme par exemple sur le choix des horaires de visite de leurs proches, sur le choix des activités, sur le choix des menus et sur ce genre de choses. Donc ça, c'est ce que fait Famille Solidaire. Et nous, le Fab Lab, donc la bidouille, on travaille plutôt sur des problématiques techniques pour essayer de répondre à des usages de la vie des aidants, donc des proches aidants et des habitants des habitats inclusifs, pour essayer d'apporter des solutions là où, dans le commerce, sur le marché aujourd'hui, on ne trouve pas forcément de dispositifs qui correspondent aux besoins de nos habitants. Ok, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'un habitat inclusif pour les gens qui ne se rendent pas trop compte? Ouais, bah en fait, c'est ce que je viens de dire. Donc, moi, je pourrais pas vraiment donner tous les détails puisque je ne développe pas d'habitat inclusif, hein. Je m'occupe plutôt de la partie technique, du mobilier, de la domotique. Mais vraiment, pour synthétiser et donner l'esprit global, ça va être des appartements ou des maisons qui sont souvent dans des villes, enfin, qui vont pas être exclus, qui vont pas être dans des zones à part. Donc, ça va pouvoir se trouver dans un centre-ville, dans un immeuble où il y a des habitants entre guillemets ordinaires. Et dans ce logement, on va avoir par exemple une pièce de vie commune et 8 chambres dans lesquelles on aura 8 locataires qui auront tous un profil à peu près similaire. Donc ça va être par exemple des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ces 8 locataires vont avoir droit aussi, donc vont vivre ensemble déjà, et vont avoir droit à une aide humaine, donc l'aide humaine classique qui va servir à les accompagner dans la vie de tous les jours, donc faire le ménage, s'occuper de faire les repas, s'occuper de la toilette de ces personnes, et va aussi avoir une aide humaine pour la vie sociale et partagée, donc ce qu'on appelle un animateur de la vie sociale et partagée, qui va essayer de faire le lien entre ces personnes et qui va aussi essayer de faire le lien avec les personnes du logement ou du quartier pour créer des activités et essayer de rendre les habitants le plus, comment dire, le plus intégrés possible dans le quartier dans lequel ils vivent.
Donc ça va être par exemple faire des activités avec des associations locales, faire de la cuisine. On a des habitats inclusifs où les habitants font des soupes par exemple et vont les vendre une fois par semaine aux autres habitants du logement, ce qui permet de créer du lien social, de créer des interactions et c'est le pilier finalement de l'habitat inclusif, de pouvoir continuer à créer des interactions avec le monde extérieur. Merci. Alors, autre petite question, plus liée du coup à votre Fab Lab qui a une particularité donc, sur comment le numérique peut aider dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ou en tout cas dépendantes. Est-ce que vous travaillez sur du prototypage? Est-ce que ce sont essentiellement des personnes en situation de handicap qui fréquentent le Fab Lab? Comment ça se passe un peu? Alors, effectivement, en fait, le Fab Lab, on a déjà fait le choix de l'ouvrir à tout public, dans le sens où on travaille sur de l'accessibilité et surtout de l'inclusion. Donc, c'est déjà pas très inclusif de dire on crée un Fab Lab pour des personnes en perte d'autonomie et les autres n'auraient pas le droit d'y venir. Donc, on s'est dit, l'idée, ça va être de proposer à n'importe qui de venir. Donc, effectivement, notre cible principale, ça va être les personnes en perte d'autonomie et surtout leurs aidants, qui sont les personnes, la famille, les amis qui vont avoir envie d'accompagner leurs proches pour être le plus autonome possible. Et on va avoir aussi, par exemple, des professionnels donc, de notre écosystème à nous. Il faut savoir qu'on est dans un bâtiment qui est un hôtel d'entreprise où on a des startups, on a des grandes entreprises, on a beaucoup d'étudiants. Ces personnes peuvent venir au Fab Lab pour développer leurs projets personnels et nous, on les encourage à travailler aussi sur nos projets et à essayer d'échanger avec nos adhérents pour que un lien puisse se créer et surtout que des personnes qui n'ont rien à voir avec le monde du médico-social puissent se rendre compte des problématiques que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent et puissent, avec leur expérience, avec leur vécu, avec leur connaissance des technologies, participer à l'élaboration d'idées. Donc, on parlait de prototypes, effectivement, on va des fois, pour certains usages, avoir besoin d'inventer des nouveaux objets. Et là, ça peut être intéressant de faire intervenir tout un panel d'utilisateurs pour essayer de trouver des solutions technologiques pour répondre à une problématique d'usage. Après, ce qu'on va aussi beaucoup faire, c'est faire de l'adaptation de choses existantes pour les adapter à des besoins spécifiques ou encore lister des choses qui existent, qui répondent à des besoins, essayer de les garder en fait en faisant une veille et les garder dans un coin de notre tête, ou plutôt dans un coin de l'ordinateur, pour que quand on a des besoins des utilisateurs qui viennent nous voir avec des problématiques, on ait aussi cette capacité à proposer des solutions sans forcément avoir besoin de tout le temps réinventer la roue. Je prends l'exemple d'une personne qui va venir et qui a besoin de faire de la visioconférence avec un proche et qui aujourd'hui n'a pas trouvé de solution qui convenait parce que la personne a du mal à utiliser un ordinateur, a du mal à utiliser un téléphone ou une tablette. On va pouvoir proposer par exemple d'essayer Facebook Portal. Donc, je propose Facebook Portal, je ne fais pas forcément de la pub pour Facebook, on n'a pas d'action chez eux, mais on a un Facebook Portal à disposition ici qu'on a acheté pour faire des essais. Et l'avantage, c'est que l'utilisateur qui recherche une solution va pouvoir venir chez nous pour essayer différentes choses. Il va pouvoir nous faire des retours sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien sur tous les produits qu'on pourrait essayer. Et pour nous, ça fait une base de données avec des fonctionnalités qui pourraient être ajoutées sur des produits pour les adapter à certains usages, à certaines typologies de handicap, à certains troubles cognitifs. Et ensuite, ces informations, on va pouvoir les utiliser en interne pour faire du développement de produits. Et on va aussi pouvoir les partager avec notre communauté, parce que l'idée, c'est pas forcément que nous, on fasse tout, mais que des personnes qui ont envie de s'investir aient accès à cette base de données pour développer des produits qui vont dans le mille, qui collent vraiment à des besoins et qui répondent de la bonne manière.
Alors ces dernières années, on a vu de nombreux objets connectés. Ça va de la montre à plein d'autres choses dans notre vie quotidienne. Ou pour des choses plus spécifiques comme les exosquelettes, comme des outils. Il y avait la maison intelligente, par exemple, qui avait été produite en prototypage à l'INRIA de Lille, avec des plans de travail qui étaient réglables en fonction du handicap des personnes, si elles étaient en fauteuil, si elles étaient avec d'autres difficultés. Euh, Peux-tu nous parler de votre prototype, du miroir connecté sur lequel vous travaillez actuellement? Mhm. Alors, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. En fait, effectivement, de base, nous, on travaille plutôt sur tout ce qui va être maison intelligente, donc tout ce qui est lié à la domotique, et qui permet de faire du maintien à domicile et de l'accompagnement pour l'autonomie. Donc, c'est plutôt des appareils comme des détecteurs de chute, comme des capteurs pour savoir si une fenêtre est restée ouverte ou ce genre de choses. Mais là où c'est intéressant d'être un Fab Lab, c'est qu'on va aussi pouvoir travailler sur des objets qui sont un petit peu plus conventionnels, comme la montre connectée, comme simplement, je ne sais pas moi, les bracelets connectés, ne serait-ce qu'un smartphone, c'est un objet connecté. Et on va essayer, avec des objets du quotidien, de voir comment on peut adapter pour recueillir des informations, pour adapter le logement à partir d'appareils que tout le monde peut se procurer. Puisqu'aujourd'hui, un appareil spécifique, par exemple, détection de chute, c'est souvent des technologies qui sont coûteuses, c'est des technologies qui parfois sont stigmatisantes, c'est en fonction des produits, pas toujours accepté par les habitants. Donc la question, c'est aussi de voir avec ce que les habitants utilisent aujourd'hui comme produit, qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour que ça corresponde aux besoins en termes de sécurité et d'assistance dans l'habitat. Donc c'est un petit peu l'esprit du miroir connecté, qui est un projet effectivement qu'on développe depuis 1 an et demi maintenant, mais c'est un développement qui est très long puisqu'on essaye de répondre à beaucoup de problématiques, on essaye de faire un produit qui soit le plus fini possible et le plus adaptable possible. Et en fait, le principe du miroir connecté, c'est d'avoir un dispositif qui est collectif et qui permet de pousser des informations, donc comme on le ferait nous aujourd'hui avec un téléphone ou avec une tablette, et de pousser des informations dans un habitat inclusif ou dans un espace collectif du moins, qui sont liées par exemple à la gestion du temps, donc l'agenda d'une personne qui a des troubles de la mémoire, le trombinoscope des intervenants de la journée dans l'habitat pour pouvoir rassurer les personnes, afficher les photos des aidants professionnels qui vont les accompagner durant une journée, puis le lendemain, par exemple, ça va être pouvoir voir les messages de la famille, faire de la visioconférence. Donc en fait, tout ce qu'on pourrait faire avec un téléphone ou avec une tablette, sauf que l'interface est adaptée pour des personnes qui aujourd'hui ont du mal à se servir d'un téléphone ou d'une tablette. Et le deuxième point, c'est que comme notre interface est collective, elle doit pouvoir répondre à énormément de besoins. Donc, on a deux propositions qui sont liées à notre produit. C'est que la première, c'est qu'en fait, le produit affiche des informations personnalisées en fonction de l'utilisateur. Donc le miroir connecté, en fait, c'est un miroir avec un écran, donc c'est un miroir sans teint. Derrière, on a un écran qui va afficher des informations et ça donne vraiment une impression de voir des informations dans un miroir. Et quand la personne est devant le miroir connecté, on a une reconnaissance faciale qui sait que c'est un utilisateur ou un autre. La reconnaissance va permettre d'afficher des informations qui sont spécifiques à l'utilisateur qui est en face de l'écran. Et la deuxième fonctionnalité du miroir, c'est qu'on aimerait pouvoir faire des fonctionnalités qui sont modulables, un petit peu comme un marketplace sur un téléphone, c'est-à-dire que en fonction d'une colocation ou d'une autre, on n'aura pas les mêmes fonctionnalités puisqu'on n'aura pas les mêmes besoins. Donc ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est pouvoir cocher ou pouvoir choisir pour chaque installation quelles sont les fonctionnalités qui seront accessibles sur le miroir. Et en allant un petit peu plus loin, ce qu'on aimerait faire, c'est rendre disponible l'interface du miroir pour que des personnes puissent développer eux-mêmes leurs propres fonctionnalités et ensuite les mettre à disposition de tous les autres utilisateurs qui voudraient installer ça eux aussi sur leur miroir connecté.
On peut imaginer que ce miroir serait dans des entrées d'immeubles ou au niveau des promoteurs immobiliers, où il y aurait quelque chose comme ça qui serait dans un sas ou à l'entrée, qui serait, du coup, s'adapterait à toutes les personnes qui pourraient entrer dans cet immeuble et où il y a des logements qui sont adaptés. C'est pas forcément un miroir pour chaque logement, ça peut être quelque chose dans un lieu collectif. C'est ça, c'est même plutôt développé pour le collectif, puisque c'est un produit qui est relativement cher du fait des technos qui sont dedans. Et puis comme on est en développement, qu'on est jeune, on n'a pas non plus la même force de frappe qu'un gros constructeur qui peut sortir 100 000 tablettes tous les ans. Nous, on fait quelques produits, on essaye d'avoir quelque chose qui soit esthétique, qui soit bien fini. Donc effectivement, individuellement, c'est pas un produit qui aujourd'hui est forcément super abordable. C'est vraiment prévu pour le collectif. Donc, ça se met dans des espaces collectifs, dans les habitats inclusifs, mais ça peut aussi, si on pousse un petit peu la réflexion, se mettre par exemple dans le hall d'un immeuble où il y aurait des personnes comme toi ou comme moi qui auraient des informations à recueillir sur la copropriété, par exemple. Et on a un mode en fait sur le miroir qui fait que si la personne en face du miroir, donc la personne qui lit, n'est pas reconnue, on affiche des informations publiques. Donc ça peut être des informations à destination de tout le monde ou des informations comme un flux RSS d'un journal. Donc ça permet de pousser des informations sans que ce soit trop confidentiel et ça permet aussi d'intégrer toutes les personnes, même celles qui ne sont pas forcément dans le processus à la base de l'utilisation du produit. Donc effectivement, on pourrait imaginer avoir ce miroir qui soit dans un couloir, dans un hall d'entrée, dans un immeuble, dans une école, dans une salle des fêtes, enfin, dans un espace où en tout cas il y aura du passage et un espace qu'on peut considérer comme collectif. Et en plus, le miroir est interactif, ça pourrait aussi être un dispositif qui permet de faire des sondages, qui permet de faire de la prise de décision, poser des questions et essayer de faire avancer des sujets liés à la communauté. Tu parlais tout à l'heure de financement, donc là il est pour l'instant ce miroir au stade de prototype. Est-ce que il a déjà été testé? Est-ce que il a besoin d'être abouti? Vous avez des financements particuliers sur ce projet et puis pour l'utilisation et le fonctionnement de votre Fab Lab? Alors, il y a deux questions là. Il y a le financement et la partie avancement du prototype. Donc, je vais commencer par la partie prototype. En effet, aujourd'hui, on est vraiment sur un pur prototype dans le sens où on ne l'a pas testé dans des habitats inclusifs. Du moins, on n'a pas testé notre version à nous du miroir connecté dans les habitats inclusifs, puisque aujourd'hui, on se base encore sur un projet open source qui est très connu, qui s'appelle Magic Mirror et qui est un projet qui permet en fait de développer pour n'importe qui de A à Z un miroir connecté avec des composants qui sont très standards. Donc on peut le faire avec un écran, peu importe quel écran du commerce, avec un Raspberry Pi, avec n'importe quelle caméra, n'importe quel micro. Et ça, c'est le projet de base à partir duquel nous, on est parti pour faire notre réflexion et pousser nos expérimentations. La limite de Magic Mirror, c'est que ça demande quand même des compétences en développement. C'est du Node.js, il y a du Java derrière, donc on va dire que, entre guillemets, les makers et les personnes qui ont déjà un pas dans le monde de l'électronique et de la programmation savent utiliser le dispositif, mais pour monsieur tout le monde et surtout pour des aidants familiaux et les habitants de nos habitats, c'est pas forcément adapté pour utiliser, pour que nous, on puisse faire nos expérimentations. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des prototypes à partir de Magic Mirror. On a fait des questionnaires, beaucoup d'entretiens, des essais. Je parlais par exemple de Facebook Portal, qu'on met en test dans les habitats inclusifs uniquement pour, sur la partie visio, recueillir des informations comme le bouton pour répondre à un appel, il n'est pas assez gros, ou aller chercher des contacts pour les appels, c'est trop compliqué
sur le mode de navigation dans Facebook Portal pour une personne qui a des troubles cognitifs. Et à partir de là, on monte petit à petit un cahier des charges avec les premières fonctionnalités, celles qui sont les plus importantes pour nous, qui seront disponibles dans le miroir. L'objectif maintenant, donc on travaille avec une société qui développe des applications, ça va être de créer une application pour le miroir et de créer une application pour téléphone qui permettent de contrôler le miroir et qui permettent d'interagir avec le miroir. Donc, on travaille principalement sur l'avant-projet, c'est-à-dire savoir ce qu'on met dans cette application. Et là, on est vraiment sur la fin de cette partie, donc on va arriver à la partie où il va falloir développer pour pouvoir faire des vrais tests utilisateurs de notre produit à nous, du produit que nous, on a développé. Et pour ça, effectivement, il va falloir qu'on fasse de la recherche de fonds, qu'on trouve des mécènes, des partenaires qui seraient partants pour nous accompagner dans ce premier développement, dans le développement d'un POC, entre guillemets. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a pu faire, ça a été financé en grande partie par le même financeur qui nous finance au Fab Lab pour la partie vraiment Fab Lab que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on est financé par AG2R. On a eu un petit financement en plus de 20 000 € de la part de Tango & Scan, qui est un financement qui est porté par plusieurs métropoles, dont Strasbourg, Nancy et Mulhouse, si je ne dis pas de bêtises, et qui finance des projets innovants. Donc on a eu un financement pour pouvoir créer le premier prototype, pouvoir avancer nos études de besoins et comprendre ce que les utilisateurs attendaient d'un produit comme le nôtre. Et aujourd'hui, on va aller chercher des nouveaux financements pour pouvoir essayer de faire un développement qui soit sérieux et concret. Je rappelle que vous êtes effectivement dans l'est de la France, à Mulhouse, je crois. C'est ça. Voilà, donc d'où certains financements dont tu évoquais là tout de suite. On travaille à la Cité des Géométries aussi sur des vocations, sur les nouveaux métiers de demain. Donc je pense que ton métier en fait partie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta formation et puis peut-être ton quotidien dans ton travail ? Alors, de formation, je ne suis pas du tout programmeur ou informaticien. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en mécanique, donc une école qui est aussi située dans l'Est, en Franche-Comté, parce que je suis franc-comtois, vous le reconnaîtrez peut-être un petit peu à l'accent. Voilà, j'ai fait une école d'ingénieur et je me suis intéressé assez tôt au monde des Fab Labs et au monde des makers, puisque j'ai fait un stage dans un Fab Lab à Bordeaux, le Fab Lab de l'IUT de Bordeaux, et disons que c'est un monde qui est super intéressant puisque ça permet vraiment de toucher à tout, d'être proche du terrain, d'être proche des utilisateurs et de très vite monter en compétence sur des sujets qui sont extrêmement variés. Donc ça peut être à la fois la partie mécanique, entre guillemets, prototypage, utiliser des machines de fabrication numérique, la partie programmation, donc qui est propre à chaque Fab Lab, qui va être sur de l'Arduino, sur du Raspberry Pi ou d'autres cartes de programmation. Et après, il y a toutes les activités annexes, comme faire de la communication, comme faire des vidéos, parce qu'il y a aussi toute une partie, quand on travaille dans un Fab Lab, qui est liée à la documentation des projets. Donc, ça va être expliquer comment on fait les choses pour que les autres utilisateurs puissent s'en investir et les faire eux-mêmes. Et donc, il y a toute cette partie où on va essayer de trouver les supports de communication qui sont les plus adaptés en fonction de l'utilisateur qu'on va cibler. Donc ça peut être du PDF, ça peut être des montages vidéo, ça peut être des images, enfin une marche à suivre, une notice, ce genre de choses. Et ça fait aussi partie du travail de Fab Manager. Et après, derrière, il y a tout ce qui est gestion, donc savoir gérer un nombre d'adhérents, savoir imposer des règles dans un lieu, savoir faire vivre le lieu aussi en proposant des ateliers, en essayant de faire venir notre public et leur donner envie de venir pour apprendre à faire des choses dans le Fab Lab. Donc c'est vraiment un métier où finalement, pour la partie mécanique, le fait d'avoir fait une école d'ingénieur est intéressant, mais où je pense que beaucoup de profils pourraient convenir pour se lancer dans la gestion d'un Fab Lab. Il y a quand même quelques qualités à avoir, c'est je pense beaucoup d'organisation puisqu'il y a des projets
un petit peu en pagaille forcément, puisqu'il faut suivre les projets que nous, on porte en interne, mais il faut aussi accompagner les adhérents dans le développement de leurs projets. Il faut aussi, à mon avis, être très autonome, dans le sens où on est tout le temps confronté à des nouvelles problématiques, et on n'a pas 12 services qui gèrent les problématiques informatiques, les problématiques sur un sujet technique très précis, et à chaque fois, il faut essayer de se réinventer, essayer de trouver des solutions en allant à la rencontre de professionnels qui sauraient peut-être faire ce qu'on cherche à faire en cherchant sur Internet. Donc, tous les jours, finalement, on va faire des choses différentes et il faut les faire et avoir le sourire, c'est le principal. Et voilà, je me suis peut-être un petit peu égaré, mais grosso modo, voilà, ça résume bien, je pense, le métier de femme manager. Beaucoup de curiosité et d'aller vers les autres. Tu C'est parlais de ça. rencontres de professionnels, on peut peut-être justement parler de Maker Faire. Ouais, tout à fait. Effectivement, je pense que, alors, un point très important pour les Fab Labs, je pense que ceux qui connaissent un petit peu les Fab Labs le savent, c'est que on essaye de créer une communauté. On est une communauté, et une communauté, pour que ça vive, il faut qu'il y ait de l'échange. Et pour faire de l'échange, il y a un truc qui marche super bien, c'est les réseaux. Donc, c'est super utile de faire partie de réseaux, puisque ça va permettre en fait de partager des problématiques, partager des questionnements, partager des progrès. Et c'est ce qui sert aussi à faire avancer n'importe quel Fab Lab, de pouvoir s'appuyer sur les autres structures pour essayer de développer de nouvelles choses. Et donc, effectivement, on participe à Maker Faire, qui est un événement qui maintenant est quand même très connu en France et ailleurs, qui se tiendra à Paris le week-end du... J'ai plus les dates en tête, je vais dire 27 et 28 27-28. novembre. C'est ça, 27 et 28 novembre. C'est ça. Et le 26, je crois aussi, mais certainement que pour les scolaires ou enfin, c'est principalement le 27 et le 28 novembre. Donc cette année, on est sur une édition 100% digitale, puisque forcément, on a toujours les problématiques qui sont liées au Covid, mais normalement, c'est censé se faire en présentiel. Et donc cette année, on expose uniquement sur Internet, et avec plus de 200 makers, des projets qui sont souvent des projets open source pour la plupart, et qui sont des projets faits par des makers et qui présentent en fait des innovations, des choses qui peuvent être des produits, qui peuvent être des services, qui peuvent être des prestations culturelles, des prestations artistiques. Donc c'est vraiment très varié. Et nous, on va à Maker Faire vraiment pour présenter le miroir connecté, pour montrer ce qu'on a imaginé jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on veut mettre dans notre projet, sachant qu'on est sur un prototype physique qui est totalement open source, c'est-à-dire qu'on n'utilise que des composants standards, et on va diffuser les plans pour que des personnes qui veulent refaire le prototype puissent le faire chez eux. Et ensuite, on va présenter un petit peu le mode de fonctionnement de notre miroir, pour voir si on a des personnes qui voudraient nous accompagner, qui voudraient aussi s'investir dans ce projet. Et c'est tout le principe de Maker Faire, de pouvoir aller à la rencontre d'autres makers, de pouvoir partager nos projets, de pouvoir avoir des retours d'informations, et simplement de pouvoir échanger avec des personnes qui ont la même passion que nous. Donc on présente samedi sur un stand en ligne, et dimanche on sera à la Cité des Sciences avec plusieurs autres makers sur le thème de l'habitat, pour présenter notre prototype et présenter à quelle problématique on répond. Je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de voir faire une de vidéo de votre du Fab Lab, du miroir qui C'est serait parti. rajouté? Je vais sortir. Alors en fait, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, là je suis dans notre cabine d'atelier. Donc on voit derrière moi, c'est une fraiseuse numérique. On a vraiment l'espace qui est plutôt bruyant. Donc en fait, c'est une petite pièce. C'est une pièce à l'intérieur de notre Fab Lab. Donc derrière moi, on voit une fenêtre qui donne sur le Fab Lab. De l'autre côté aussi. Et en fait, je me suis mis ici puisqu'on a les imprimantes 3D qui tournent, et j'ai des adhérents qui travaillent sur un de leurs projets aussi. Donc j'étais un petit peu plus au calme ici, mais je vais vous faire visiter rapidement. Hop.
Donc ici, vous avez tout l'espace qui est plutôt l'espace modélisation et impression 3D. Donc on reconnaît bien les imprimantes 3D qui sont en train de tourner. Et ici, c'est nos postes de travail donc, qui sont libres pour nous et pour les adhérents. On a un espace qui est l'espace détente, enfin l'espace justement où on va avoir de la lecture, aussi éventuellement où on mange, où on présente certains projets pour donner envie aussi aux visiteurs et inspirer certains visiteurs. Donc, juste pour montrer rapidement, là on a un prompteur qui a été réalisé avec un Raspberry Pi. Et ici c'est des petites aides techniques, tout réalisé en impression 3D pour montrer aussi ce qu'on peut faire avec nos machines. Ici, alors c'est bien ça. Ici, vous avez le V1 du miroir connecté, qui est finalement juste un Raspberry Pi. Hein, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Là, on a la fenêtre de programmation. Donc, c'est un écran qui est caché derrière un Versantin que je vais juste éteindre pour vous montrer l'effet que ça fait. Alors, je vais le relancer. Ouais, non, je suis désolé, je ne pourrais pas vous montrer parce qu'il est planté. Je pense qu'il a crash. Et ça arrive. Je vais vous montrer la V2. Je pose juste un instant le PC. Au montage, tu pourras peut-être le relancer et puis au montage, on le collera. Oui. Et se gérer la partie technique. Donc ici, on est sur le prototype qu'on présentera à Maker Faire. Donc là, c'est des profilés en bois qui sont assemblés via des angles en impression 3D. Donc là, on a le proto qui est en cours de construction. On est encore en train de faire les derniers assemblages et notamment toute l'électronique derrière. Donc on n'a pas la partie haute qui se situe ici et qui se fixe ensuite au-dessus du miroir. Et on est vraiment sur un dispositif qui sera collé au mur en fait avec un système de fixation qui sera collé comme ça au mur, par-dessus lequel on aura l'écran de miroir Santin et qui intégrera à l'intérieur l'écran et les caméras qui permettent de faire la reconnaissance faciale. Ici, on a un espace de travail qui est occupé par 2 adhérents aujourd'hui. C'est tout, puisqu'on n'a pas un très grand Fab Lab, on a 80 mètres carrés, donc assez astucieusement aménagé pour qu'on puisse installer toutes les machines dont on avait besoin, mais qui reste quand même nettement plus petit que beaucoup de Fab Labs. Bonjour. Merci de répondre un peu sur le vif comme ça. En fait, on fait une petite interview dans le cadre de Meet and Code sur les Fab Labs et plus spécifiquement sur celui-là qui est un peu particulier. Et donc, on se demandait si vous pouviez discuter un peu sur ce que vous cherchiez en venant dans ce genre d'endroit. Est-ce que vous y trouviez aussi ? D'accord, très bien. Je vais déjà me présenter succinctement. Donc, je suis Michael Anthonios de la société Beehive et on a adhéré au Fab Lab pour travailler sur un projet de motorisation de fauteuils. On travaille sur un projet R&D et comme nous sommes une société encore très petite, nous avons souhaité, on va dire, nous avions besoin justement de matériel justement pour faire du prototypage, pour justement tester les choses. On va dire concrétiser les designs. Et donc, on va dire c'était assez évident de chercher un Fab Lab. Et vu que ce Fab Lab, celui de la bidouille, était déjà orienté vers justement les personnes à mobilité réduite, l'aide, l'assistance, c'était tout à fait logique en fait de nous orienter vers la bidouille. Ok, merci. Je suis là.
Ok, il reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que dans ce temps-là, on peut imaginer que tu remettes en route le miroir et le voir un peu fonctionner, ou ça te paraît compliqué? Non, non, je peux essayer. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. Alors, j'ai réussi à le redémarrer. Donc, en fait, on voit donc, et ce qu'on voit en reflet derrière, c'est la fresque du Fab Lab. Hein, c'est pas dans l'écran. Je vous Ok. présente David, mon collègue, Bonjour. qui a travaillé au Fab Lab. Et David vient du Nord. Ah, de où exactement? Comment ça s'appelle de là où tu viens? C'est le Touquet, c'est à côté du Touquet. À côté du Touquet, c'est ça. Ah, d'accord. Et donc, ça, c'est notre interface qui est vraiment basée sur Magic Mirror. Donc, en fait, c'est l'interface classique. Ça se télécharge sur le site de Magic Mirror. Et tout ce qu'on va pouvoir voir, donc ici, par exemple, on a la météo. Ici, on a l'heure. Ici, on a un agenda. Donc, c'est lié à un agenda perso. Ah, j'ai un rappel. Donc, cette partie-là, c'est une partie agenda. On ne voit peut-être pas très bien, mais c'est juste des rappels d'anniversaire principalement. Ici, on a des messages qui défilent en boucle. C'est juste pour faire une animation. Ici, on a un lien avec un compte Spotify, ce qui fait que si on écoute de la musique, on peut savoir quel est le titre qui est en cours. Et tout en bas, on voit un flux RSS d'un journal. En fait, toutes ces informations, elles sont assez exhaustives. C'est des informations qui sont liées à des modules qui sont accessibles depuis le forum de Magic Mirror et que nous, on a mis puisque ça nous semblait bien pour illustrer le concept de notre miroir. Et en fait, on voit que chaque information est située dans une partie assez spécifique de l'écran et on va pouvoir régler donc sur la partie programmation dans différentes zones, on va pouvoir choisir d'afficher différents modules et on va pouvoir choisir à chaque fois la taille des modules, le nombre d'éléments qu'on affiche dedans. Et c'est un petit peu le même principe que ce que nous, on voudrait faire, sauf qu'aujourd'hui, pour développer ces modules sur Magic Mirror, il faut tout de suite rentrer dans du code, donc dans du Node.js. Et nous, l'idée, c'est que ce sera accessible depuis une application sur un smartphone. On règle toutes ces choses sur l'application, on téléverse automatiquement vers le miroir et le miroir se met à jour seul. Et la petite chose en plus aussi, c'est que nous, on aura une interface qui permettra de prendre en compte plusieurs utilisateurs et ça fonctionnera un petit peu en réseau, c'est-à-dire que pour un miroir, par exemple, on aura 5 habitants liés, donc Julie, Léo, etc. Et on aura pour chaque personne tout l'écosystème d'aidants qui gravitent autour et on aura un système de gestion d'accès qui fait que certains aidants auront plus de droits que d'autres. On aura un administrateur qui gérera le droit des autres personnes pour éviter en fait de faire fuiter certaines informations qui sont trop confidentielles, notamment les informations de santé. Hein. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment touchy d'un point de vue RGPD, mais au niveau vraiment de l'interface du miroir, on est un petit peu sur le même état d'esprit. C'est juste que nous, on retravaille vraiment l'usage de manière à ce que, par exemple, ici, vous avez vu l'agenda, c'était juste une succession de lignes qui correspondaient à des événements datés. Nous, ce serait présenté d'une manière différente, certainement avec des pictogrammes, certainement avec des polices plus grosses et plus lisibles, avec possibilité de faire de la synthèse vocale pour que les personnes qui ont des difficultés de lecture puissent mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, j'allais rebondir ajouter des là-dessus rappels un justement. peu plus spécifiques. Donc j'allais rebondir là-dessus justement sur donc ce miroir connecté qui dans l'aide au quotidien, mais justement les gens qui sont plutôt avec des problèmes de surdité, est-ce que vous avez prévu un système de haut-parleurs ou des choses comme ça, ou est-ce que Donc à l'inverse, tu veux dire plutôt les gens qui ont des problèmes de vue? oui, plutôt pardon. Ouais. Oui, c'était un lapsus. Effectivement, alors
Là, dans la première version, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller sur ce point-là, puisqu'on ne va pas redévelopper une synthèse vocale nous-mêmes. L'idée, ce serait plutôt de s'appuyer sur des systèmes déjà existants pour en avoir une. On aimerait beaucoup avoir une synthèse vocale. Après, il va falloir qu'on trouve le bon partenaire pour nous accompagner sur ce point-là. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir certaines personnes qui auront absolument besoin de cette synthèse, puisque problème de vue trop important ou qui simplement ne savent pas lire. Et on a des personnes qui n'en auront pas du tout besoin et qui au contraire sont peut-être très réfractaires au bruit ou aux paroles, aux voix de synthèse, donc qui ne voudront pas avoir cette fonctionnalité. Et c'est là que c'est important pour nous de fonctionner en mode market et de dire la fonctionnalité synthèse vocale est disponible si vous l'installez. Donc effectivement, c'est prévu, c'est dans la trame, c'est dans les bacs, mais après ça dépend aussi de l'argent qu'on aura pour développer ce produit, de l'accueil qu'on aura au premier test et des partenaires qu'on arrivera à trouver. C'est difficile de trouver des partenaires sur des projets un peu comme ça spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui en France, les assurances, puisque tu parlais d'AG2R, ou l'État débloque des financements pour cette aide quotidienne envers des personnes en situation de handicap ou au moins à mobilité réduite ? Je suis pas encore vraiment capable de te répondre à 100% dans le sens où aujourd'hui on a notre financement qui a été apporté par AG2R La Mondiale et moi j'ai pas encore été jusqu'à ce travail de faire des nouvelles recherches de financement, de trouver des partenaires pour nous aider à développer. Donc là je parle vraiment de partenaires techniques, de partenaires avec qui on pourrait s'allier pour avoir une brique fonctionnelle à ajouter à notre produit. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis quand même plutôt optimiste puisqu'on a beaucoup de contacts. On a parlé avec d'autres développeurs qui sont à des stades beaucoup plus avancés que nous sur leurs propositions, leurs solutions, leurs services. Et c'était des échanges qui étaient plutôt bienveillants avec des conseils sur le comment on va avancer, qu'est-ce qu'il faut faire, ce que eux ont eu comme problématiques et comment ils les ont surmontées. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire de partenariat puisqu'on ne sait pas exactement quoi leur proposer, étant donné qu'on n'a pas encore validé notre avant-projet. Mais j'ai quand même bon espoir de réussir à avoir quelques partenaires pour avancer sur le produit. Je pense qu'on a fait Je ne t'entends pas. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel tu veux discuter, faire Déjà, simplement dire qu'on a une page Facebook, qu'on a un site internet et que si le projet vous intéresse, alors soit parce que vous êtes entre guillemets geek ou développeur ou maker et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et même si vous n'êtes pas forcément dans ce monde maker, mais que le projet vous intéresse plus d'un point de vue usage, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de nous. On est une toute petite structure finalement, hein. Vous n'aurez aucun mal à retomber sur moi ou même mon collègue pour qu'on puisse en discuter. On est assez ouvert et pour nous, c'est hyper important parce que comme on est encore dans une phase assez exploratoire et comme on veut faire un produit qui est le plus modulable et le plus adaptable en fonction des profils des personnes à qui le produit va s'adresser, ça peut être super enrichissant d'avoir des nouvelles idées, des remarques, des remontées d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait, à aller voir nos projets, à nous suivre sur les réseaux, mais même à nous envoyer un mail ou à nous envoyer un message. Hein. Généralement, on répond. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous ait déjà envoyé un message et qui soit resté sans réponse. Et voilà. Est-ce que, je sais pas, une maison de retraite ou même un bailleur social qui s'est intéressé par le projet, est-ce que tu as une idée du coût que ça représenterait d'installer ça dans un hall ou dans un lieu commun, par exemple dans une maison de retraite? Est-ce que tu as une idée du délai
du passage du prototypage à l'édition Alors, le délai, on va dire, ce sera quand même court à moyen terme, dans le sens où j'aimerais qu'on arrive à faire des produits testables courant de l'année prochaine. Au niveau du coût, aujourd'hui, il n'est pas du tout fiable puisqu'on n'a pas non plus, enfin, on ne connaît pas les coûts de développement applicatif. On sait qu'on est sur un produit qui est très cher, entre guillemets, puisque c'est du prototype, donc on n'a aucun prix de fournisseur, on travaille qu'avec des pièces uniques, entre guillemets, donc c'est un produit qui coûte cher. Après, aujourd'hui, les premières personnes qui vont disposer du miroir connecté, ce ne sera pas des acheteurs, ce sera des testeurs. Donc ce sera des personnes à qui on ne fera pas forcément payer le produit, mais à qui on dira on met à disposition le miroir connecté dans votre habitat, dans votre centre, dans votre institut, peu importe. Et ce qu'on demande en échange, c'est d'avoir régulièrement des retours des utilisateurs pour pouvoir vraiment sécuriser le concept, savoir ce qui va pas, avant de pouvoir faire une V2 dans laquelle on sera certainement beaucoup plus sûr des coûts de fonctionnement et où on pourra proposer aussi effectivement un moyen de vendre le produit qui sera certainement un petit peu plus concret et un petit peu plus sûr que si on se mettait à lancer des ventes tout de suite. Donc, disons que je pense que d'ici l'année prochaine, on aura quelques produits et on essaiera de trouver des partenaires pour faire du test, soit sur les fonctionnalités en général, soit sur des fonctionnalités spécifiques. Donc, ça pourrait être la gestion du temps, l'agenda. Donc, par exemple, faire tester la fonctionnalité agenda pendant 2 mois ou 6 mois dans un établissement spécifique, faire tester la fonctionnalité visioconférence, faire tester la fonctionnalité, je ne sais pas moi, mais d'un produit domotique qui serait lié au miroir, ce genre de choses. Après, le passage du prototype à la production, ça sera plus de votre ressort, si vous êtes plutôt dans le travail de prototypage. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai pas de réponse à apporter là-dessus. Je sais pas en fait en fonction de l'engouement qu'on réussira à générer autour du projet, en fonction du nombre de demandes de nous aussi. Enfin, il y a une part d'incertitude sur comment on va réussir à développer tout ça, quel business model on va réussir à adopter, puisque même si on essaye de faire du libre, en tout cas sur la partie hardware, il y a forcément un moment où ce produit on aimerait réussir à le commercialiser pour que ça permette aussi de pérenniser les activités du Fab Lab. Pour ça, il faut trouver comment le vendre pour que ça soit bénéfique pour nous, mais que ça donne quand même envie aussi aux utilisateurs d'avoir ce produit chez eux. Et en fonction de comment on s'en sort, de comment on arrive à proposer le projet, soit ça restera totalement en interne, soit ce sera déposé pour d'autres structures qui s'occuperont de faire effectivement la production, de faire la gestion, de faire le SAV. Mais aujourd'hui, je ne sais honnêtement pas du tout dans quelle aventure on se lance. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On mettra à la fin de la vidéo les informations concernant votre site, le Facebook, les réseaux sociaux, et puis peut-être également le lien autour de Maker Faire. Je vous remercie beaucoup à toi Thomas et à ceux qui nous ont suivis. Donc, comme je le disais dans l'introduction, cet événement, c'est un premier événement dont la Cité va travailler la Cité des Géométries va travailler en 2022 sur justement le lien entre le handicap et le numérique, comment le numérique peut aider au quotidien. Et il y a plein de jeunes, des écoles et même des Fab Labs qui travaillent par exemple sur des prothèses. Il y a une école à Lille qui travaille sur la prothèse de main, enfin des choses comme ça. Et donc qui sera à destination des personnes handicapées elles-mêmes, mais également aux élus pour mobiliser peut-être, et puis peut-être les bailleurs sociaux. Je pense à ça dans le cadre de ton miroir connecté. Je pense que des bailleurs sociaux, ça peut aussi les intéresser sur des projets tels que ceux-là. Merci en tout cas. Merci à toi. Et puis, je rajouterai juste un dernier petit mot pour la fin. C'est vrai que votre travail dans ce cadre-là, de pouvoir sensibiliser un petit peu
sur l'apport du monde du numérique pour accompagner, aider des personnes en situation de handicap ou même plus généralement donc les personnes qui deviennent dépendantes. C'est hyper important puisque on a beaucoup de personnes, nous on s'en rend compte maintenant qu'on s'est lancé dans cette aventure, qui sont des makers dans l'âme et qui ont envie d'aider mais qui ne savent pas comment le faire puisqu'ils n'ont pas ce regard sur le monde de la perte d'autonomie et puis qui n'ont pas forcément connaissance des problématiques de terrain. Et à l'inverse, on a tous les proches aidants qui sont débordés et souvent démunis en cherchant des solutions et qui ne trouvent pas de solution et qui pensent que le monde du numérique ou le monde des Fab Labs, c'est pas pour eux, c'est trop compliqué, c'est pas axé sur ces problématiques, alors qu'en fait, on peut faire énormément de choses juste avec un peu de bon sens et surtout avec la motivation des individus et des personnes qui ont envie de s'investir à titre personnel, mais pour une cause qui est altruiste et qui n'est pas forcément individuelle. Tout à fait. Donc, même dans le cadre de la crise sanitaire, nous, on organise des ateliers de formation à des personnes qui qu'on considère comme un électronisme, donc qui ne savent pas du tout utiliser un ordinateur. Et ces personnes qui ont pu bénéficier de cette formation juste avant le confinement, mais ça a été pour eux un vrai soulagement parce qu'ils ont pu communiquer avec leur famille pendant le confinement. Ils ont pu cet isolement a été moins violent parce qu'ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont utilisé leur ordinateur, les tablettes, les écrans, qui a permis aussi de communiquer avec leur entourage. C'est ça. Effectivement, la crise sanitaire à ce niveau-là, ça a permis vraiment de montrer aussi le gap qu'il peut y avoir entre nos usages et les usages d'une personne qui n'a pas accès à tous ces outils-là, alors que finalement, pour nous, tout paraît évident puisqu'on est né avec ça, puisque ces produits sont développés pour nous en quelque sorte, on est la cible principale et on ne se rend pas compte que pour quelqu'un qui n'a pas les codes de l'utilisation du numérique aujourd'hui, on coupe énormément d'informations, on coupe énormément de services et c'est pas parce que c'est pas accessible financièrement ou techniquement, c'est vraiment parce qu'il y a un problème d'usage auquel on pourrait répondre simplement, mais comme c'est une petite part de la population et que cette part elle est trop petite pour intéresser les développeurs qui vont créer ce genre de solutions. Donc c'est à nous, makers, de se lancer sur ce genre de développement. Merci à tous et à toi particulièrement d'avoir passé cette heure à la Cité et puis de faire découvrir ce que le numérique peut amener dans la vie quotidienne de beaucoup de gens. Merci encore. Merci à toi et bon courage à la Cité des Géométries.